Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo où on va l'épisode 3 de koh Lanta. Oula, j'ai mon micro qui se bat en couille. Du coup, épisode plutôt intéressant. Alors j'ai trouvé que les phases sur le camp étaient un peu moins bien que dans les épisodes précédents où on essayait un peu de raconter quelque chose avec un peu de stratégie ou des choses comme ça. Là, l'épisode il se concentrait surtout sur de la recherche de collier ou ce genre de choses. Il y avait moins de construction de stratégie, ce qui est un peu dommage à mon goût. Mais après, ça dépend aussi de ce qu'on recherche sur koh Lanta. Du coup, oui, l'épisode il sort un peu tard puisque je n'ai pas vu l'épisode mardi soir quand il est diffusé, parce que du coup, on a un petit problème technique chez ma mère là où je suis en vacances, puisque bah, on n'a plus de chaîne télé. Voilà, donc on peut utiliser genre Netflix, YouTube et tout sur la télé, les replays, mais on peut plus utiliser les chaînes normales, il y a un truc qui bug. Bon. Après, quand je suis à la fac, bah, déjà j'ai l'habitude de ne pas utiliser les chaînes télé, mais voilà. Et du coup, au lieu de regarder koh Lanta, on s'est maté un Indiana Jones qui est tout aussi bien. Mais du coup, pour expliquer que la vidéo sort un peu plus tard, parce que bah, épisode rattrapé un peu plus tard. Donc voilà. Du coup, l'épisode a commencé chez les Rouges avec notamment Julie, dont on a eu le portrait. Du coup, Julie qui prend conscience après tous les votes qu'elle a reçus contre elle au conseil que si elle change pas, elle va être vraiment en danger. Le truc étant que les gens la trouvent plutôt directive, ce qu'elle va expliquer par le fait d'être patronne depuis 20 à ses 22 ans, alors je crois qu'elle a une trentaine d'années, donc elle a toujours eu l'habitude de diriger et non d'être dirigée. Et donc elle a un peu de mal quand il donne des ordres et tout, sauf que quand on a koh Lanta, quand on est dans une équipe, et ben tu n'as pas le choix de t'adapter et rentrer dans le moule. Et il y a aussi son côté un peu solitaire dans le fait que en fait elle soit souvent toute seule. Voilà, alors après on la voit souvent toute seule à l'écran, mais il faut pas oublier qu'il y a le pouvoir du montage derrière tout ça. Mais en tout cas, il y a eu son portrait et tout. Moi j'aime bien Julie, alors elle fait pas partie de mon top 3. Je donnerai à la fin mon top 3 suite à cet épisode hein, qui a fait que quelques têtes ont été très appréciables par moi-même. Mais voilà, pour moi il y a 3 personnes que j'aimerais, disons que voilà, s'il fallait les 3 personnes sur les poteaux, je vous donnerai les 3 personnes que j'aimerais le plus voir sur les poteaux à la fin. Donc il y a 2 filles et un gars, dont une des filles j'avais déjà donné le nom la semaine dernière. Donc voilà, après ce qui s'est passé, ouais non, il y a eu Julie qui dit qu'elle va essayer de s'intégrer, de faire au mieux pour être un peu moins, comment dire, un peu moins à part, un peu moins directive et tout ça. Alors pour moi ça me paraissait bizarre quand on a su tout ça, parce que bah, c'est vrai que nous on l'a jamais vu donner des ordres à l'écran. Ce qui fait que même elle à un moment elle dit en fait ouais je suis un peu directive machin, et en fait ce qui est bête c'est que dans le montage on ne le montre pas. Alors certes on nous montre qu'elle est un peu à part, un peu seule, mais on nous montre pas qu'elle est directive, et ça fait un peu bizarre quand elle le dit. Tu vois, c'est comme Alicia qui dit à Emily ouais tu m'as trahi machin au conseil dernier, alors qu'on les a jamais vus être proches. D'ailleurs la première chose qu'on a dû entendre de la bouche d'Alicia une fois que les équipes étaient créées, c'est ah elle je peux déjà pas la supporter, j'aime pas son physique. Et 3 jours après, enfin et 6 jours après, elle est en mode oh tu m'as trahi, comme si elles étaient devenues super amies. Des fois il y a des trucs qui vont pas dans le montage, mais c'est pas d'aujourd'hui, il y a déjà d'autres saisons où il y avait déjà ces problèmes au montage, où des gens étaient en mode ouais tu m'as trahi machin, on était très proches et tout, mais qu'on ne voyait pas ces rapprochements ou ces amitiés à travers l'écran, et du coup nous en tant que spectateurs on est en mode quoi depuis quand ils sont proches eux. Mais après, bien sûr, on peut le croire. Hein. Faut pas oublier que koh Lanta, c'est 2 heures de programme qui représentent 3 jours complets. Et donc, on se doute bien qu'il y a énormément de choses qui sont pas montrées. Le but, c'est quand même de faire du divertissement. Et en plus, sur les
les 2 heures de programme, je suis sûr, hein, si on découpe, qu'il y a quasiment 1 heure qui est pris pour les épreuves et le conseil. Donc ça fait que 1 heure après pour voir un peu la vie sur le camp, un peu les catastrophes la nuit, quand il y en a, voir un peu d'autres choses qui peuvent se passer, la recherche de bouffe, recherche de collier, les alliances, machin, bref. Donc ce qui fait que effectivement on peut pas tout montrer, mais il y a des choses qui parfois paraissent un peu bizarres. Voilà, quand Alicia parle de trahison d'Emily, je trouvais ça super bizarre. Honnêtement, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est trop chelou. Je comprends pas. Et là c'est un peu pareil, on nous dit ouais Julie a les directives, machin. D'ailleurs David le disait aussi. Et d'ailleurs je remets pas en cause ce que David il disait dans l'épisode précédent, mais encore une fois, pour nous en tant que spectateurs, ça paraît bizarre, parce que la meuf elle est tout le temps toute seule. Et on l'a jamais vu directive. Donc, même elle le dit, donc on ne peut que le croire, la croire également, mais c'est mieux quand tu fais dire au montage, enfin quand tu mets ces extraits là au montage également de mettre des petits éléments avant à l'écran pour que ce soit plus simple et plus visible. Voilà. Mais après, je me doute qu'on peut pas le faire non plus sur tout et n'importe quoi, mais une toute petite scène avant, je sais pas, sur la cabane ou un truc comme ça, où elle aurait été un peu directive en me disant ouais, non, moi je veux qu'on fasse comme ça ou un truc, où on aurait plus compris les reproches qui leur auraient été faits là-dessus. Bref. Par la suite, on a Léa qui se rend compte que son équipe n'est pas du tout dans la même optique qu'elle, puisque en gros, elle est en mode je suis une sportive, donc jusqu'à la réalisation, il faut voter au mérite. Je sens qu'il y a un fameux Maxime dans sa vidéo qui, à mon avis, va pas être tendre avec ce mot. Mais en gros, pour elle, le mérite, c'est juste être bon dans les épreuves. Et si tu ne branles rien sur le camp ou ces choses-là, ben c'est pas très grave. Tant que tu gardes les éléments forts pour gagner les épreuves, ben, ceux qui foutent la merde sur le camp ou qui branlent rien, on s'en fout. C'est un peu la mentalité de Léa, et ce qui fait que Léa ne sera jamais mon aventurière préférée. Voilà, parce que moi, le mérite sportif, c'est pas suffisant à koh et même sur le camp, parce qu'il faut bien prendre en compte que quelqu'un, par exemple, qui fout la merde sur le camp, mais qui est bon dans les épreuves, s'il fout la merde, il va provoquer des changements d'humeur, l'humeur qui peut avoir beaucoup d'impact sur les épreuves et tout ça. Donc il y a énormément de choses à prendre en compte. La cohésion d'équipe est sûrement la chose la plus importante que la force, beaucoup plus importante que la force ou ces choses-là. Une équipe qui a une grosse cohésion, même si elle a des éléments beaucoup moins forts, a plus de chances de gagner, parce que si tu parles mieux, tout ça, forcément, qui s'en sortiront mieux. Bref, je sais pas si je me suis bien fait comprendre sur cet élément-là. Mais globalement, c'est ce que les rouges, les rouges en général, ils pensent un peu comme moi. Eux, c'est pas forcément on vote au mérite en mode, bah voilà, l'aventurier qui est le moins bon, on l'élimine. Eux sont en mode, bah oui, monsieur a quelqu'un d'affinité, je m'entends pas avec ou quoi que ce soit, bah je le vire. Et ben, c'est plus la mentalité globale des rouges, et là-dessus, je suis totalement d'accord avec eux. Voilà. Si tu as quelqu'un avec qui tu t'entends pas, et voilà, et qui en plus peut poser problème dans l'équipe, un peu comme mince, j'ai oublié son épisode, le nom du gars qui a été éliminé au premier épisode, Steve. Alors Steve, bien sûr, quand j'ai dit qu'il fout la merde, c'était pas en mode méchant hein, pour Steve, hein, c'était dans le sens où il était trop stratège ouvertement, que tout le monde voilà en avait peur, et du coup qu'ils l'ont viré. Mais du coup, alors qu'il aurait pu, il était sûrement un peu plus fort physiquement que d'autres. Mais comme ça pouvait créer une distorsion dans la cohésion d'équipe, et ben, il est parti. Voilà. Je m'explique pas très bien, mais j'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Ensuite, on arrive l'épreuve de confort. Donc, c'est ce que j'ai dit au début, c'est ce que la plupart des youtubeurs qui parlent de koh disent très certainement. Maxime, j'en suis sûr parce que c'est le seul que je regarde, mais je suis sûr que quasiment tout le monde fait cette critique là. C'est à quoi ça sert de ne pas mettre de riz si pour que 6 jours après tu leur dises allez, je vous fais gagner 3 kilos de riz.
c'est un peu navrant, hein. Je sais pas pourquoi ils veulent absolument rendre les saisons classiques hyper dures dès le début, ça n'a pas de sens. J'ai déjà dit dans ma première vidéo sur cette saison que je trouvais ça beaucoup mieux de le faire sur les All-Stars, mais que sur une saison classique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors là, ils peuvent trouver l'excuse, oui, mais on a ramené William, expert en survie, machin, oui, mais lui, il est dans une seule équipe, il peut pas aider l'autre équipe. Voilà. Mais, ouais. Bon, j'ai arrêté là-dessus sur la bouffe, hein. Je pense que Maxime en parlera un peu plus longtemps que moi dans sa vidéo. Mais en tout cas, je trouve ça complètement con, et je pense que la plupart des gens qui parlent de Koh-Lanta sur ce point-là sont plutôt d'accord. Voilà. Mais du coup, le confort, alors du coup, il y a plein de choses à dire sur les règles, mais cette fois pas en truc où c'est mal compris comme la semaine dernière. En gros, c'est l'épreuve des bambous à garder sur la tête. 2,30 m pour les femmes, 2,60 m pour les hommes, en sachant qu'il y avait beaucoup de vent, voilà, et puis qu'ils doivent tenir comme ça là sur leur crâne le plus longtemps possible. Et je pense que le vent a beaucoup joué sur les performances. Parce que là, je crois que la personne qui est restée le plus longtemps est restée moins de 30 minutes, alors que j'ai vu un post de Claude qui repartageait du coup une story de Laurent qui disait qu'ils étaient restés plus de 45 minutes. Et je pense que ici le vent a beaucoup joué sur la performance, des gens qui ont lâché très tôt et tout, et c'est vrai que quand tu le voyais, leurs vêtements et tout, on sentait que le vent il soufflait pas mal. Et je pense que ça a beaucoup joué sur les performances. Donc épreuve des bambous, la taille des bambous j'ai dit. Du coup c'est à la fois une épreuve individuelle et collective. Donc collectivement l'équipe qui gagne remporte le riz, et du coup la personne qui aura fait gagner son équipe, elle remporte un indice pour un collier d'immunité. En sachant qu'il y a, quand Denis montre la structure, il y a 5 indices rouges, 5 indices jaunes. Donc est-ce que ça signifie que dans 4 épisodes, ce sera la réunification? C'est une question que je me pose. Je laisse ça là, mais est-ce que ça veut dire que dans 4 épisodes, on a la réunification? Techniquement, dans 4 épisodes, on sera déjà l'épisode 7, donc c'est pas déconnant qu'on arrive à la réunification d'ici l'épisode 7, s'il y a une autre épreuve éliminatoire d'ici là. Pourquoi je me fais cette réflexion là? Tout simplement parce que en comptant l'épisode 3, il y a 5 totems de chaque équipe pour donner un indice. Enfin, 5 indices, chacun, bref, 5 indices de couleur. Ce qui fait qu'imaginons, là c'est les rouges qui ont gagné. Mais imaginons que si les rouges ils gagnent tout le temps, jusqu'au 7ème épisode, et ben au 8ème épisode, eux ils auront plus rien à gagner, puisqu'ils auront gagné tous les indices. Du coup, ils auraient plus davantage, plus rien à gagner, contrairement aux jaunes. Et comme on sait que Koh-Lanta a toujours mis en avant l'équité, que ce soit sur les épreuves entre les hommes et les femmes, que ce soit sur ce qui puisse tenir, comme les bambous, le poids des sacs, les machins, sur les candidats qui jouent, toujours le même nombre d'hommes contre le même nombre d'hommes, le même nombre de femmes contre le même nombre de femmes, dans l'équipe quand une épreuve se lance, bref, ils ont toujours été dans ces règles-là. Donc je verrais mal Koh-Lanta ne pas se dire qu'une équipe peut gagner tous les conforts, hein. C'est déjà arrivé qu'une équipe, ou du moins même reformée, d'à peu près le même genre d'équipe, gagne tout le temps l'immunité, hein. On connaît le record de Pascal en 2015-2016, qui est l'aventurier qui a été à tous les conseils et a survécu à tous les conseils de la saison. Pour vous dire à quel point il y en a qui sont très malchanceux. Parce que eux, dans leur saison, il y avait une reformation d'équipe, et même avec la reformation d'équipe, ils avaient quand même, l'équipe où était Pascal perdait quand même à chaque fois l'immunité. Donc, je pense qu'à Koh-Lanta, ils sont pas idiots, ils ont réfléchi forcément à ça, et ils se sont dit, mais imaginons qu'une équipe gagne tous les conforts. Forcément, il faut qu'à un moment, il y ait toujours de l'équité, donc si une équipe gagne tous ses indices, et que l'autre n'en gagne aucun, on se doute bien que ça va pas se passer comme ça, hein, c'est quand même assez rare, mais pour une question d'équité, faut forcément qu'au bout de
du 7e épisode pour nous, que ce soit la réunification. Ou alors que à certains conforts, il n'y ait pas du tout d'indice à gagner. Ça peut être une chose aussi. Mais voilà. Donc pour moi, ça donne à peu près un indice sur à peu près quand aura lieu la réunification. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y aura des conforts, ou du moins des épisodes sans ces fameux indices, et que du coup, je veux dire, la réunification soit un peu plus tard. Ça peut être possible aussi. On verra bien. Et du coup, à contrario, l'équipe qui perd, du coup, ces deux membres les plus faibles, du coup, dans le jeu, du coup, devront s'affronter dans une épreuve éliminatoire. Voilà. Donc tu gagnes, t'as un indice en solo et ton équipe gagne le riz. Tu perds, les deux plus mauvais de ton équipe sont en danger pour une épreuve éliminatoire. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt sympa et ça permet de revisiter, mettre un peu plus de tension et tout sur cette épreuve qui est un peu chiante à regarder, hein. Faut le dire. L'épreuve en soi, elle doit être hyper intense à vivre, mais à regarder, juste des mecs qui sont comme ça, bon, c'est pas le plus passionnant, quoi. Je peux rester comme ça 30 minutes, ça va passionner absolument personne. Donc voilà. Du coup, j'ai noté que chez les jaunes, on a Nathalie qui lâche au bout de 20 secondes et Amri au bout de 35 secondes. Donc les deux qui sont en danger chez les jaunes. Et de l'autre côté, on a Cécile qui lâche au bout de 30 secondes et Megan qui lâche au bout d'une minute 50, un truc comme ça. Et du coup, Megan et Cécile sont toutes les deux en danger chez les rouges. Donc on a des perfs un peu aléatoires, genre Amri, grosse déception. Je m'attendais à une perf de fou. Et là, bam, 30 secondes, il fait tomber son truc. Je me suis dit, what? Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi, je vois pas très bien, Léa et Émilie qui vont lâcher leur bambou pareil au bout de 2-3 minutes alors qu'elles ont des physiques de dingue. En plus, Émilie, elle a pas encore fait, pas Émilie, mais Léa, elle a pas encore fait d'épreuve, elle est toute fraîche. Et du coup, elle fait tomber son truc. Et d'ailleurs, il y a même eu des petites réflexions de la part de Megan et Cécile en mode attends, elle vient d'arriver, elle est en pleine forme et elle fait cette performance là, pas top. Voilà. Pareil, t'as Alexis qui va faire une perf qui est pas terrible. Enfin bref, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des gros bras, là, des mecs que t'attends, surtout qu'Alexis c'est un ancien militaire, machin, tu dis, tu t'attends à des perfs de fou avec ces mecs là. Et en fait, que dalle. Tous ceux que moi j'imaginais aller loin par rapport à leur physique, finalement on durait à peine 1 ou 2 minutes, voire même moins d'1 minute. Dans le cas d'Amri, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors encore une fois, l'explication du vent peut compter, hein. Je dis pas qu'ils sont vraiment nuls, hein, parce que ça se voyait qu'il y avait beaucoup de vent, mais quand même la grosse déception, où je les voyais faire des perfs de fou ceux-là, et finalement, non. Après peut-être qu'ils en feront sur d'autres épreuves, mais sur celle-ci en tout cas ils n'ont pas été très bons. Et du coup on peut noter très grosse perf de William qui va être dans le top 3 des derniers aventuriers, mais qui sera malheureusement le dernier aventurier jaune à faire tomber son bambou au bout de 19-20 minutes à peu près, ce qui est pas mal du tout. Et du coup on a une finale pour l'indice, puisque du coup à ce moment-là, quand William fait tomber son bambou, ça signifie que Amri et Nathalie vont devoir s'affronter pour l'épreuve éliminatoire, et ça signifie que du coup Cécile, Megan sont sauvées et que les rouges ont gagné le riz. Voilà. Du coup, Ricky et Maxime se battent pour avoir l'indice, et c'est Ricky qui va remporter l'indice au bout de 27 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Belle performance du côté Ricky, Maxime et également William. Et on peut également féliciter également Julie. Et oui, Julie, pas du tout attendue sur ce genre d'épreuve, hein, de ma part en tout cas, et qui du coup sera la toute dernière femme à faire tomber son bambou. Je sais pas si j'ai noté
le temps, non j'ai pas noté son temps, mais en tout cas ce sera la femme qui aura duré le plus longtemps, alors qu'à côté tu as des très gros physiques à nouveau comme Emily ou encore Léa, enfin la Léa des rouges. Je dis pas que la Léa des jaunes a un mauvais physique, mais elle est beaucoup moins musclée en tout que Léa des rouges. Bref. Du coup, bah voilà, ça fait que Ricky a son indice et que Amri et Nathalie vont devoir s'affronter dans l'épreuve qui aura duré très longtemps de ce que j'ai vu sur Instagram. Épreuve éliminatoire du coup qui s'enchaîne direct. Alors moi je vais taper 2-3 pubs, même 4 pubs je crois sur le TF1+, là. C'était un peu chiant. Bon, les pubs sont pas aussi chiantes que sur Pékin Express. Parce que sur TF1+, tu mets ton truc, tu tapes une pub, bon, tu peux faire d'autres choses à côté sur ton ordi. Ça, t'es tranquille. Par contre, sur Pékin Express, enfin sur M6 Replay, ça c'est un truc qui m'énerve à chaque fois, c'est que tant que t'es sur l'épisode de Pékin Express, tu peux pianoter sur ton ordi, je sais pas, sur un traitement de texte pour noter l'épisode, pour travailler à côté, enfin je sais pas. Mais dès que t'es sur la pub, t'es obligé d'être sur l'écran sur ton écran internet et de regarder la pub. Enfin bon, moi quand c'est comme ça, je pars pisser ou un truc comme ça, je reste pas devant mon écran, mais ça me saoule d'être obligé de cliquer sur ma page internet et d'être obligé, sinon la pub elle se met sur pause et puis t'attends indéfiniment. Bref, ça au moins c'est un truc qu'on peut pas reprocher à TF1, mais par exemple qu'on peut reprocher à M6. Voilà. Du coup, l'épreuve éliminatoire, Nathalie contre Emery sur le labyrinthe, labyrinthe à l'aveugle, là, hein, vous savez, où ils sont dos à la structure, ils doivent faire passer un anneau, enfin, il y a une petite poignée, puis accroché, il y a un anneau, et puis ils doivent le faire sortir avec un labyrinthe sans voir. Et de ce que j'ai vu sur Instagram, l'Instagram d'Amery, apparemment l'épreuve a duré environ 50 minutes, si je me souviens bien du chiffre, hein, parce que j'ai lu ça vite fait comme ça en regardant mon feed Instagram, je suis tombé dessus, mais je crois que c'est un délire comme ça, presque 1 heure, alors que les structures elles n'étaient pas aussi grandes que dans certaines saisons, mais en fait ce qui a beaucoup joué sur le fait que que ça a été très long, c'est qu'en fait les deux ont fait exactement la même connerie, c'est que Amri il a avancé, une fois qu'il n'était pas très très loin, en vérifiant à l'aveugle, en fait il est reparti quasiment au début, et Nathalie, alors là le truc de dingue, quand elle a dû se regarder mardi soir, elle a dû avoir la haine, parce que, bon après peut-être que les autres lui avaient dit, mais là le regarder, genre elle était peut-être à ça là, d'éliminer Amri, un des hommes forts, en plus quasiment le leader de ton équipe, t'étais à ça de l'éliminer, vraiment elle touche, hein, elle met la main dans le trou final là, et je sais pas pourquoi, dans sa tête elle s'est dit ah bah non c'est pas ça, elle a refait demi-tour, elle est repartie très loin. Horrible pour elle, franchement j'aurais pas aimé mettre sa place à re-regarder ça et de se dire mais j'y étais en fait, j'y étais à quelques centimètres, je sauvegardais ma place. Et du coup, bah voilà, malheureusement, elle va rater son truc. Et c'est bel et bien Amri qui va se qualifier, hein, voilà, au bout de quasiment 1 heure d'épreuve. Et malheureusement, pour Nathalie, elle est la première à subir une élimination directe sur une épreuve. Voilà. Du coup ensuite on retourne sur les camps, hein, donc il se passe pas grand chose. Chez les rouges, du coup le fait d'avoir gagné le riz va les rebooster à faire le feu. Et après avoir testé plein de techniques différentes et en même temps pour être sûr d'avoir le feu, c'est bel et bien Maxime qui va réussir à faire le feu. En plus c'est vachement touchant parce qu'il dit oui, aujourd'hui en plus c'est la femme de ma mère, j'allais dire. C'est l'anniversaire de ma femme, j'avais envie de lui dédier la victoire au confort, mais c'est pas moi qui l'ai gagné, c'est Ricky, du coup je peux au moins lui dédier le feu et tout, enfin, bon, c'était mignon et tout, donc voilà, Maxime qui fait le feu, et du coup on a juste la lecture du code d'immunité de Ricky, qui en gros nous dit qu'il peut se protéger lui
Ah non, c'est pas ce collier-là. Lui, il lit son indice qui globalement lui dit que, en gros, à l'épreuve d'immunité, enfin du moins, apparemment c'est dit à une épreuve d'immunité, en fait, quand il y aura l'indice de l'épreuve d'immunité de l'épisode, il va reconnaître une phrase qui était sur son indice, donc il va comprendre que c'est cette immunité-là. Moi, dans ma tête, j'avais compris que c'était l'immunité qui suivait, donc bon, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Mais en gros, il y a à chaque fois des bannières pour chacune des équipes et en gros le collier sera caché au niveau de la bannière et c'est à lui de se débrouiller pour récupérer le collier. Je trouve ça plutôt sympa comme idée. Voilà. Donc chez les rouges, voilà, il ne s'est pas passé grand chose. Chez les jaunes, du coup, pareil, il ne se passe pas grand chose avant l'épreuve d'immunité. On a tout simplement Amri qui est très déçu de sa performance, et c'est compréhensible hein, pour un ancien boxeur de très haut niveau. Perdre en 30 secondes sur une épreuve physique, effectivement, je peux comprendre que c'est un peu rageant. Et du coup, on aura pas mal de gens qui vont faire des éloges, notamment de William, qui du coup a été le dernier jaune sur l'épreuve et également en tant que doyen a fini quand même troisième de l'épreuve sur 20 personnes. Non, si, attends. Ils sont 20, ouais, sur 20 personnes parce qu'ils sont 22 et il y a eu 2 éliminés. Donc ouais, sur 20 personnes, il a quand même fait troisième. Top 3 de l'épreuve, c'est quand même pas mal. Pour le doyen, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va également apprendre que William, en tout cas, lui est très à son aise sur l'île, au point de ronfler à mort et d'empêcher les gens de dormir. Bon, voilà, ce sont les seules choses que j'ai retenues d'intéressant pendant cette petite épreuve, enfin, entre les 2 épreuves. Voilà. Ensuite, on passe à l'épreuve d'immunité. Donc, l'épreuve d'immunité qui... pour moi, ce serait une catastrophe de participer à cette immunité si un jour je devais aller à Koh-Lanta, qui est en gros une épreuve en apnée où il faut récupérer des petits totems qui sont de plus en plus profonds. Voilà, allant, ils disent il y a 12 tortues qui vont de 1,50 m à 14 mètres. C'est... Quand j'étais ado, j'avais j'avais une très bonne apnée. Par contre, en vieillissant, à ne jamais avoir travaillé cette aptitude-là, mon apnée aujourd'hui elle est complètement merdique. Voilà. Mais la règle est dit que chacun doit minimum faire un passage, donc en général tu t'emmerdes pas, ceux qui sont moins bons en apnée tu les mets en premier, ceux qui sont meilleurs tu les mets à la fin, et ensuite, une fois que chacun a fait au minimum un passage, celui qui veut peut repasser, mais ne peut pas passer 2 fois d'affilée. Par exemple, Léa chez les rouges, qui est championne de je sais pas quoi là, en sauvetage en mer, ou enfin un truc de plongée là, je sais plus précisément le terme. Du coup, c'est une habituée, elle gère le truc. Donc par exemple, elle peut pas faire 2 fois d'affilée, il faut qu'elle descende une fois, que quelqu'un passe, et ensuite elle peut redescendre une deuxième fois, et tout ça. Du coup, on a le tirage des boules noires chez les rouges, et c'est cette fois Emily qui va tirer la boule rouge. Donc Léa est très contente, elle peut enfin faire une épreuve à Koh-Lanta et montrer voilà, qu'elle est utile pour son équipe, parce que pour l'instant elle n'a pas eu l'occasion, surtout dans son idée où Koh-Lanta c'est le sport, surtout elle n'avait pas l'occasion de prouver sur ce que elle aimait à Koh-Lanta. Donc là elle en a eu l'occasion. Du coup, l'épreuve se passe plutôt bien. Les jaunes prennent de l'avance dès le début. Hein. Les jaunes sont souvent meilleurs sur le début, j'ai l'impression. Mais un gros problème va survenir, qui est William. Et oui, William n'arrivera pas à rentrer, à plonger sous l'eau, va faire perdre beaucoup de temps à son équipe. Ce qui fait que les rouges vont reprendre les devants et les rouges ne vont plus jamais perdre leur avance. Et du coup les rouges vont gagner l'immunité. Donc l'épreuve en vrai était très cool, visuellement c'était très cool. Bon, pas beaucoup de suspense une fois que William a un peu foiré sa prestation, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, on avait remarqué qu'il y a eu des différentes stratégies pour remonter à la surface, parce que pour descendre, quasiment tout le monde se sert de la corde, hein.
Mais pour monter à la surface, il y en a qui remontent en nageant et d'autres qui remontent avec la corde. Et je pense que remonter avec la corde est peut-être la meilleure stratégie que tu peux. Alors, c'est dans ma tête, hein. Je n'ai aucune preuve qui étaye ce que je vais dire, mais dans ma tête, ça va plus vite de remonter avec la corde en tirant, puisque ça va donner des petits à-coups que en nageant comme ça. Bref, dans ma tête, c'est comme ça. Je n'ai aucune idée de si ce que je pense est vrai. Mais en tout cas, dans l'idée, comme moi je suis pas bon en plongée, enfin, tu vois, si tu plonges dans l'eau et que tu vas directement, ça peut le faire. Par contre, s'il faut être dans l'eau déjà et plonger, alors moi je galère, alors du coup je me servirais clairement de la corde, hein, si j'étais à leur place. Donc si je le faisais en descendant, je pense que je resterais accroché, puis je remonterais comme ça à la corde, parce que je pense que mentalement ce serait un truc sécuritaire dans ma tête d'être accroché à la corde. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Du coup, bah, les rouges remportent l'immunité. Ricky, entre deux, a profité que tout le monde soit concentré sur l'épreuve pour récupérer son collier d'immunité qui était dans la bannière. Et du coup, bah, tout va bien chez les rouges. Du coup, on passe vite fait chez les jaunes. Enfin, vite fait. Bref, vous m'avez compris. Hein. Du coup, chez les jaunes, avant conseil, on a William qui va être critiqué pour ne pas avoir explicité à son équipe qu'il ne savait pas nager. Parce qu'en gros, en fait, c'est ce qu'il explique, William, c'est que quand il est comme moi, en fait. Bon, sauf que moi, je sais nager en surface. Mais en gros, pour la plongée, c'est que lui, il plonge. Et une fois qu'il est dans l'eau, il sait nager sous l'eau. Mais il ne sait pas nager en surface. Alors que moi, je sais nager en surface. Bon, sous l'eau, je suis un peu moins doué. Mais plonger, si tu vois, j'ai pas un seau pour plonger, voilà, je galérerais autant que lui. Alors, donc je peux pas lui en vouloir, mais effectivement, le fait de ne pas en avoir parlé, ça a posé problème sur la stratégie de qui passe à quel moment. Ce qui fait que lui, là où il était pas très bon pour la plongée, il aurait pu se mettre en premier. 1m50, c'est pas très loin. 1m50, c'est un peu moins de ma taille. Moi, je fais 1m69, donc voilà. T'as un peu moins de ta taille en général à redescendre. Ça peut le faire quand tu sais pas trop bien nager. C'est suffisant. Et le problème, c'est que, voilà, lui, il l'a pas dit. Il était en mode, oui, mais en plongée, je suis bon. Sauf que le problème, c'est que là, tu sautes pas directement dans l'eau. Il y a certaines saisons où tu peux directement sauter dans l'eau, que là, fallait taper la bouée pour ensuite plonger. Enfin bref. Et du coup, les autres en ont un peu voulu. Et en même temps, je comprends que William n'en a pas parlé. Parce que si William en avait parlé, ça lui aurait sûrement causé préjudice. Parce qu'après, les autres, dans leur tête, ils se seraient dit, ah ouais, il sait pas bien nager. Et on va l'éliminer, puisqu'il y a beaucoup d'épreuves aquatiques à Koh Lanta. Et je pense qu'en fait, dans tous les cas, en fait, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, je pense que ça aurait porté préjudice à William. Donc, en fait, qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, en fait, ça aurait posé problème pour lui. Donc, bon, il n'y avait pas de bonne stratégie à faire dans son cas. En parler, ça aurait permis à mieux gérer l'épreuve. Peut-être qu'ils auraient gagné l'immunité. Mais dans le long terme, je pense qu'on lui aurait quand même au bout d'un moment reproché de ne pas savoir nager. Donc ouais, c'est pas facile à gérer ce moment-là. Ensuite, on a Léa et Pauline qui vont se sentir en danger. Bon, Pauline, toujours pour les mêmes raisons, parce que du coup, elle se sent un peu la plus faible et qu'elle est à l'écart des autres. Et Léa, j'ai pas compris pourquoi Léa se sentait en danger. Même les autres qui ont envie de voter contre Léa, je comprends pas pourquoi ils veulent voter Léa. En plus, même eux, ils nous disent elle est bonne dans les épreuves, elle a de la bonne volonté sur le camp pour travailler et tout. Donc je comprends pas pourquoi Léa est en danger. La Léa des jaunes, je comprends pas. Franchement, même eux, ils comprennent pas pourquoi ils la mettent en danger. C'est un délire. Personne ne comprend. C'est ouais, Léa elle est en danger, mais elle est bonne sur les épreuves, elle travaille bien sur le camp, mais on la met quand même en danger. Fallait comprendre. Alors certes, je pense que c'est parce qu'elle fait pas partie des stratégies et tout, mais je trouvais le truc un peu ok, la meuf est en danger, mais pour aucune raison. Bref. Et William également se sent en danger après
Après, malheureusement, son fiasco durant l'épreuve d'immunité, qui, à ses yeux, ne suffisent pas, et c'est d'ailleurs également un petit espoir de Pauline, c'est que sa performance ne suffit pas à rattraper sa performance de l'épreuve de confort qui était incroyable. À côté de ça, bah forcément, au lieu de créer des stratégies ou des trucs intéressants, et ben du coup tout le monde va partir à la recherche de colliers d'immunité. Il y a notamment Pauline qui va en trouver un, et d'ailleurs c'est le collier que j'allais parler tout à l'heure, qui du coup lui permet de se protéger elle et un autre aventurier, comment dire, avant la réunification, voilà. Et il y a également Aurélien qui va trouver un collier d'immunité. D'ailleurs, pas de chance pour lui parce qu'il va le trouver devant Sarah. Et Sarah en plus va faire hey, je t'ai vu. Bon, elle est dégoûtée parce que c'est pas elle qui l'a trouvé, machin. Mais le collier d'immunité de. Comment il s'appelle déjà, Aurélien, lui, c'est un collier à jouer maintenant, au prochain conseil, mais il peut le donner à n'importe qui. Voilà, ça peut être pour lui, pour Sarah, pour Amri, bref, pour n'importe qui. Voilà. Du coup, ensuite il se passe pas grand chose à part Léa qui avait une bonne idée. Et franchement, si les gens avaient suivi l'idée de Léa, on aurait pu avoir un retournement de situation incroyable, mais qu'on n'a pas eu. Parce que Léa, elle va parler, je crois, avec William et tout, et Léa va dire bah attends, t'es en danger, je me sens en danger, Pauline elle se sent en danger. Et ben pourquoi ne pas faire une alliance tous les trois et voter contre quelqu'un là-bas, contre quelqu'un de l'alliance, parce que sinon on va tous tomber les uns après les autres et puis l'alliance, eux ils vont s'en sortir tranquillement jusqu'à la réunification. Et du coup t'as William qui est en mode ah oui je vais pas réfléchir à ça. Oui, à chercher les coïmités. Ça, c'est un truc que je regrette un peu avec les coïmités. C'est que d'un côté, c'est bien, ça fait des retournements de situation. Mais le truc, c'est que les gens, ils réfléchissent plus à des stratégies. Je veux dire, avant les coïmités, les gens, ils réfléchissaient en mode putain, comment est-ce que je peux retourner la tête de telle personne pour l'amener avec moi, machin. Que maintenant, quand ils n'ont pas vraiment de réflexion, et c'est pas méchant quand je dis ça, hein, c'est bon, allez hop, on va chercher un coïmité, est-ce que c'est un peu la solution de facilité. Je dis pas que c'est facile d'en trouver un, mais t'en trouves un, du coup t'es protégé, t'es content, et voilà. Et du coup, Pauline, elle dit, moi mon collier, je vais en parler à personne, même pas à Léa avec qui je m'entends bien, parce que je vais être sûr de pouvoir faire confiance aux gens à qui j'en parlerai. Donc tu dis, ok, c'est mal barré, et du coup, la stratégie de Léa, en fait, elle aurait pu être incroyable. Parce que si Léa en avait parlé, elle n'est pas réellement en danger. Tu vois, ils écoutent un peu les avis, qui va vraiment voter contre qui, tu vois. Ils peuvent tester de faire un sondage. Ils utilisent le collier de Pauline. Donc Pauline, elle s'unise, elle et William. Et ils avaient le moyen de frapper fort. Ils mettaient juste 3 votes sur Amri. Paf, Amri est dégagé. Franchement, ils auraient pu faire un retournement de situation de dingue, mais on verra au conseil, ils ont absolument rien tenté. Et c'est très très dommage parce que là, on aurait pu avoir un gros retournement de situation parce que l'idée de Léa, elle était pas con. L'idée de Léa était pas con, franchement. Ensuite, on passe chez les rouges. Donc, chez les rouges, on a le collier de Ricky qui est présenté. Où on lui dit que globalement c'est un collier classique à utiliser avant la réunification. Voilà, pas grand chose de plus. Et ensuite il y a eu le scandale sur internet, puisqu'on apprend de Julie qui raconte à d'autres aventuriers que Emily se serait vantée globalement ou aurait parlé d'avoir fouillé le sac d'Alicia et que si elle avait pu voler un collier d'immunité qu'elle aurait trouvé dedans, elle l'aurait fait. Et là, ça fait un gros débat sur internet. C'est même pas un débat, c'est juste un harcèlement et des insultes envers Emily. Hein. Voilà, tout le monde est en train de l'insulter, machin, faut qu'elle dégage et tout. Alors déjà, de 1, n'oubliez pas que Koh-Lanta c'est qu'un jeu. Hein. Et de 2, la production a elle-même parlé, la production a elle-même dit fouiller les sacs, ce n'est pas
contre les règles, ce n'est pas de la triche. Et comme ils disent, un colis d'immunité appartient à celui qui l'a trouvé. Donc, peu importe où tu le trouves, tu le prends, il est à toi. Donc, encore une fois, je ne vais pas m'étaler dessus, je pense que d'autres le feront également, mais fouiller le sac des autres aventuriers, c'est dans les règles du jeu. Certes, moralement, parce que le sac, c'est le seul truc de personnel que tu as, que tu ramènes de chez toi, avec les affaires qui sont dedans, bien sûr. Donc certes, moralement, fouiller les seuls effets personnels d'une personne, ça n'est pas cool. Moralement, ça n'est pas cool, mais ça n'est pas de la triche, et ça n'est pas contre les règles. Donc, avant d'ouvrir vos gueules sur Internet, vous la fermez, vous faites des recherches, et comme vous voyez que ça n'est pas de la triche de le faire, et ben vous fermez vos gueules. Voilà, vous arrêtez de l'insulter, tout ça. C'est tout. Voilà. Certes, même moi je suis contre ces actions-là, mais c'est pas contre les règles. Donc arrêtez d'inventer des trucs, oui c'est tricheuse, machin, nan. Non. Même la production elle-même le dit, c'est pas de la triche. C'est dans les règles, tu peux faire ce que tu veux sur ce point-là. Donc, voilà, parce que ça m'a énervé de voir beaucoup d'insultes envers elle et tout, parce que, voilà, encore une fois, moralement c'est pas terrible, mais c'est pas contre les règles, donc elle a pas à subir tout ce qui est subi actuellement, la pauvre Émilie. Du coup, on arrive au conseil. Donc au conseil, Aurélien sort son collier pour protéger Sarah, parce qu'elle se sentait en danger, alors qu'elle est dans la grosse alliance du camp. Bref. Du coup, il va lui le jouer pour elle, hein, pour qu'elle se sente un peu rassurée, qu'elle soit contente. Hein. D'ailleurs, la Sarah, j'ai du mal avec. Franchement, j'ai un peu de mal à avoir envie de soutenir Sarah. C'est comme ça. Mais je trouve qu'elle est un peu chiante. Voilà, c'est comme ça. Du coup, Sarah est la seule à être protégée, puisque Pauline ne va pas jouer son collier d'immunité, elle va tenter le tout pour le tout en se disant ils vont voter William à cause de sa mauvaise performance à l'immunité, et Pauline a eu raison de conserver son collier, puisqu'on aura une voix contre Léa et 8 voix contre William, ce qui fait qu'effectivement personne n'a écouté Léa. Et que William a lui-même voté Léa. Elle lui a quand même donné les germes d'une stratégie, et lui il a quand même voté Léa. Bon. On en reparlera quand je ferai mes vidéos retour sur la stratégie. Je pense que je commencerai à partir de cette saison-là. Il y a des choses intéressantes à dire par rapport au collier, genre là, la stratégie de Léa, il y a des petites choses intéressantes à dire. Donc je pense que je ferai mes petites vidéos retour sur la stratégie à partir de cette saison-là. Et voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Hein. William qui s'en va, c'est un peu triste, hein. C'était un bon aventurier. Niveau de survie, il était excellent. Social, il était pas très mal. Épreuve terrestre, il était très bon. Épreuve aquatique, beaucoup moins. Et après, bon, bah, niveau stratégie, il était 0. Donc il est quand même un bon aventurier, quoi, hein, sur le peu qu'on en a vu. Mais bon, malheureusement, une seule erreur, bah, tac, ça paye direct. Enfin, voilà. Donc voilà, épisode qui était plutôt bon, mais comme voilà, comme vous voyez, sur le camp, il s'est pas passé grand chose d'hyper intéressant. C'était surtout de la recherche de colliers, expliquer les colliers, beaucoup de portraits et tout. Donc bon, c'était sympa, et voilà. Les épreuves par contre étaient vraiment très cool. Donc dans la globalité, on a eu un très bon épisode. Donc pour mes aventuriers préférés de cette saison, alors j'ai envie de mettre un peu en outsider, imaginons qu'on peut rajouter une 4e personne en parlant de cet épisode. C'est vrai qu'il y a une 4e personne que je pourrais rajouter. Donc imaginons que je pars en tête là. À l'orientation, il faut 4 personnes. Bon, maintenant ils sont chiants à foutre 5 personnes, mais imaginons on est à l'ancienne et il en faut 4. Et ben s'il fallait 4 personnes à l'orientation, je mettrais en 4e Léa. Léa que j'aime vraiment bien, des jaunes. Léa des jaunes, hein, pas des rouges. Hein. Vu ce que j'ai dit au début, je pense que vous avez compris, c'était la Léa des jaunes. Mais Léa des jaunes que j'aime bien, voilà, elle est tout le temps de bonne humeur, elle est plutôt douée dans les épreuves, voilà. Comme ils le disent les jaunes eux-mêmes, bonne dans les épreuves, travaille bien sur le camp, son social a l'air d'être assez cool, mais elle n'est pas dans les alliances, donc bon, on sait pas trop comment va être son avenir. Mais franchement, je l'aime bien, voilà, ses interactions face cam, elles sont vraiment cool.
Et en plus, elle a des bonnes idées de stratégie, hein. Franchement, ses idées elles sont plutôt bonnes. Donc Léa, je la mettrais dans le lot. S'il fallait quelqu'un d'autre, je mettrais Ricky. Ricky des Rouges, que j'ai trouvé très sympathique, hein. Je trouve qu'on le voyait pas assez dans les épisodes précédents. Dans les épisodes précédents, il y en a beaucoup qui étaient déjà en mode ouais, Ricky, je l'adore, mais qu'on le voyait pas beaucoup. Alors, faut dire que pour Océane, dont j'avais déjà parlé, c'est un peu le même cas, hein. On l'avait pas vu beaucoup, mais j'avais bien aimé ses interactions. Mais voilà, pour Ricky, bah voilà, c'est surtout sur cet épisode que je me suis dit ah ouais, il a l'air vraiment sympathique, doué sur les épreuves, bon social, machin. Stratégie, on sait pas encore, mais pour l'instant, Ricky, je l'aime vraiment bien. Donc ça fait Ricky, Léa des jaunes, bah du coup, Océane des jaunes, dont j'avais déjà parlé dans l'épisode précédent, pareil, où j'aimais bien ses réflexions, pareil, très réfléchie sur certains moments, bonne dans les épreuves et tout. Là, sur l'épreuve aquatique, elle a été très douée. Donc, c'est bien parce que ça fait 2 jaunes, 2 rouges. Chez les jaunes, il y a Léa et Océane que j'aime beaucoup, bien qu'elles soient pas dans les mêmes stratégies. Ça, c'est un peu con. Et chez les rouges, c'est Ricky et Megan. Megan aussi, j'ai beaucoup aimé ces moments où on l'a vue. Pareil, sportivement, elle a été très douée. Côté social, elle a l'air pas trop mal. Stratégie, on n'a pas encore trouvé, parce que les rouges ont été qu'une seule fois au conseil, donc on n'a pas trop vu comment ils se débrouillaient stratégiquement. Surtout que Alicia, bah, c'était un choix assez logique. Mais quand il y aura un choix moins logique à faire, j'ai hâte de voir comment ils vont réfléchir les rouges. Mais en tout cas, Megan, j'aime beaucoup également ce qui en ressort d'elle à l'écran. Voilà, donc vous avez mon top 4 de ce Koh-Lanta. Océane, Léa des jaunes, Megan et Ricky des rouges. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas fouillage de sac dans le respect d'Emily. Voilà, parce que si quelqu'un insulte, je vire son commentaire direct. Hein, voilà, je préviens. Parce que les insultes, j'en veux pas ici. Du moins, pas envers les candidats parce qu'ils l'ont pas mérité. Surtout quand ils jouent dans les règles de Koh-Lanta. Et sinon, c'était une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.